spécial de la Voie est libre aux Grandes Terres. Bienvenue à vous qui nous regardez en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, on vous invite à un anniversaire. Ça fait 10 ans tout juste que le plus grand viaduc au monde a été inauguré ici à Millau, Fabrice. Oui, Anne-Sophie, le viaduc a fait sauter le bouchon. Autrefois, la ville de Millau, juste derrière moi, 23 000 habitants, était tristement célèbre pour ses énormes embouteillages, notamment l'été. Aujourd'hui, ce superbe viaduc fait l'admiration de tous, à commencer par les riverains, évidemment, et par ceux qui ont participé à sa conception. 52 minutes pour retracer cette incroyable aventure et pour souffler les 10 bougies. Voici le sommaire. Élégant, aérien, le viaduc de Millau est d'abord un ouvrage ô combien utile pour les véhicules qui circulent sur la 75. Chaînon aujourd'hui indispensable entre Massif Central et Méditerranée. C'est quelque chose qui change la vie des Millavois, la mienne bien sûr, mais qui donne un autre état d'esprit, qui a ouvert la ville, qui est devenue une sorte de capitale mondiale de l'architecture. Tous les jours, je regarde le viaduc comme si c'était quelqu'un de ma famille qui passe et qui vient me dire bonjour. Prouesse technique, bien sûr, c'est le plus haut pont du monde, mais aussi aventure humaine. Nous avons retrouvé quelques-uns de ceux qui ont participé à sa création. Il fallait faire quelque chose de quand même très original et en même temps qui soit très transparent dans le paysage. C'est avant tout une aventure humaine. Tous les gens qui ont travaillé sur cet ouvrage, de l'ouvrier à l'ingénieur, au concepteur, à l'architecte, sont tous, j'allais dire, piqués, tatoués, viaduc de Millau. Nous verrons dans cette émission comment l'Aveyron a profité de l'effet viaduc et nous vous emmènerons dans les entrailles de ce géant d'acier et de béton. Les techniciens de maintenance, par exemple, peuvent monter pour aller changer une ampoule, de l'éclairage aviation. Et voilà, donc 90 mètres d'échelle pour aller changer une ampoule. Le viaduc est aujourd'hui bien plus qu'un pont. Course à pied, manif des agriculteurs ou parachutistes de l'extrême, vous verrez toutes les images fortes. Le viaduc de Millau a 10 ans, 10 bougies que nous soufflons dans la Voie est libre. Alors pour ouvrir cette émission, nous avons rencontré l'un de ceux qui connaît le mieux le viaduc de Millau, puisqu'il l'emprunte 2 fois par jour depuis 10 ans. Il s'appelle Serge et il est chauffeur routier dans l'Aveyron. Il fait partie des 1500 routiers qui traversent quotidiennement ce pont. Alors l'arrivée de ce viaduc a complètement changé sa façon de travailler, avec un petit bonus en plus, la vue imprenable sur le paysage. C'est un reportage de Mathilde Flaménil et Christian Bestard. Un spectacle offert à ses yeux 2 fois par jour. Serge, chauffeur aveyronnais, 33 ans de métier au volant de son semi-remorque, collectionne depuis 10 ans les traversées et les instants de poésie. Le matin, on part à 4-5 heures du matin, il fait encore nuit. Mais dans l'été, là, quand le jour se lève, là, où c'est agréable, oui, il y a le soleil qui donne dessus, ou quand il y a du brouillard, on arrive sur le viaduc, il est noyé dans les nuages, dans le brouillard, dans les nuages, et on voit juste les haubans qui dépassent, là, c'est vrai que des fois c'est joli. Ouais. Joli et obligatoire, la traversée du viaduc est imposée aux transporteurs de matières dangereuses. Elle a changé le quotidien des chauffeurs. Pour Serge, une petite révolution. De descendre à Millau à l'époque, là, sur la neige, le verglas, c'était pas terrible. Donc on gagne 10 minutes à peine, une dizaine de minutes, quoi, de gain de temps. Mais bon, c'est pas, disons que c'est plus sécurisant. La sécurité a ici un prix. Tarif poids lourd, 33,40 € pour une traversée unique. C'est pas donné, quoi. Disons que nous, sur 4 qu'on est employés, 4 camions en permanence qui passent tous les jours, 2 fois par jour. Sur l'année, ça fait pratiquement le prix d'un camion, quoi. À 45 km de là, le patron de l'entreprise fait ses comptes. Depuis 10 ans et malgré les réductions parfois accordées, les passages répétés constituent un surcoût important, près de 70 000 € par an. Il a fallu l'intégrer le plus rapidement possible, voir nos clients. Et suite à ça, ils ont été compréhensifs, puisque nous étions les seuls transporteurs à avoir cette obligation. Une obligation qui pour Serge reste un plaisir, à un regret près, la disparition fréquente des caissières de péage au profit des machines. Des fois on passait aux caisses, on discutait 2 secondes, l'état de la route, si c'était bon, c'était pas bon, c'était sympa, quoi. Maintenant on voit plus personne. Après 10 ans d'aller-retour quasi quotidien et au moins 2 années de trajet à venir avant la retraite, Serge pourrait bien décrocher un record, celui de l'usager le plus fidèle à l'ouvrage.
Alors encore plus que Serge le routier, je vais vous présenter maintenant quelqu'un qui connaît par cœur ce viaduc. Bonjour Robert Guibal. Bonjour. Vous habitez juste en bas, dans la vallée, une petite maison. Depuis cette maison, vous voyez le viaduc super bien depuis votre terrasse, depuis votre maison. On voit que d'ailleurs que les nuages ont un petit peu envahi la vallée. C'est ça qui est magique finalement, vous ne le voyez jamais pareil. Voilà, c'est ce qui fait sa magie, c'est que en fonction du temps et en fonction de la météo, je vois le viaduc aussi bien éclairé par le soleil levant du matin ou alors avec des couchers de soleil qui sont vraiment magnifiques. Et vous le regardez vraiment tous les matins? Pratiquement tous les matins. Quand j'ouvre le rideau volant de ma cuisine, j'ai le viaduc en face de moi. Et en fonction de la luminosité, si cela m'intéresse, je vais vite chercher mon appareil photo pour faire une photo. Alors ça vous fascine tellement ce viaduc que vous avez même suivi la construction, vous êtes un peu transformé en Tintin reporter. En fait, vous, votre métier, vous étiez facteur avant, mais alors là, tout à coup, vous avez pris votre appareil photo et tous les jours, vous êtes allé finalement sur le chantier, tous les jours ou presque? Pas tous les jours, mais 2 à 3 fois par semaine. Je passais 2 heures sur le chantier à photographier les ouvriers, à regarder comment il est procédé pour élever les piles du chantier. Et je m'installais entre la pile P2 et P3 et de là, je surveillais la construction du viaduc. Qu'est-ce qui vous fascinait le plus quand vous étiez sur le chantier? Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la hauteur des grues lors de la construction des piles. Puisque vous le savez, la pile la plus haute fait 275 mètres sous le tablier. Et c'était la hauteur à laquelle les ouvriers tous les jours montaient dans la nacelle pour travailler pendant 8 heures à la construction de ces piles. Et puis autre grand plaisir que vous avez eu, vous avez été un des premiers à fouler finalement le viaduc dessus cette fois. Oui, cette fois dessus, mais pas le premier puisque c'était pour l'inauguration. Il y avait un rassemblement avec des rollers, des marcheurs. Et pour la première fois, j'ai pu effectivement aller sur le viaduc et faire comme les gens, faire un aller-retour sur la première pile du viaduc. Ce viaduc, c'est une passion pour vous, c'est presque une obsession. Elle n'est pas un peu jalouse, votre femme? Non, pas trop quand même. Hein. Bien que, effectivement, tous les jours, je regarde le viaduc comme si c'était quelqu'un de ma famille qui passe et qui vient me dire bonjour. Merci beaucoup, Robert Guibal, de nous avoir fait partager cette passion. On va descendre en ville maintenant, on va aller rejoindre Fabrice. Incontestablement, depuis son inauguration il y a 10 ans, le viaduc a donné un nouveau souffle à cette ville de Millau, sous-préfecture de 23 000 habitants, dont le nom était totalement associé aux bouchons. Il fallait parfois plus de 5 heures l'été pour traverser la ville de Millau. Alors qu'est-ce qui a vraiment changé sur le plan économique et touristique depuis 10 ans? On voit ça en détail avec ce reportage de Mathilde de Flaménil et Christian Bestard. Il était autrefois Millau, capitale de l'impatience, cité rendue célèbre par un certain Bison Futé. Millau et ses bouchons records, triste réputation construite au fil des années, au fil des étés. En 2004, un autre record voit le jour, 2500 mètres d'autoroute entre ciel et terre, un viaduc sauveur et prometteur. Oubliez les journées rouges, Millau respire, les activités touristiques se multiplient, on montre le viaduc dessus, dessous. En centre-ville, l'Office du tourisme se félicite d'une fréquentation au-delà des espérances. 100 000 visiteurs en 2001, 240 000 en 2006, année glorieuse. La suite, les moins, 2 ans plus tard, les compteurs s'inversent. Depuis, nous avons bien sûr enregistré un tassement de cette fréquentation des groupes, un tassement des étapes, des excursions. Nous avons enregistré à l'Office de tourisme une baisse en gros de 45% entre 2006 et 2013. Mais nous conservons des chiffres de fréquentation qui restent au-dessus de la période avant viaduc. Entre contemplation et pose photo, le viaduc continue donc de fasciner ceux qui l'empruntent. Le détour en ville est une autre aventure. Avant, j'y passais quand il n'y avait pas le viaduc. Justement, c'était très long, on passait 2-3 heures l'été. Donc c'est l'inconvénient du pont, maintenant on ne s'arrête plus à Millau. En mars 2014, inquiétée par cet essoufflement, la nouvelle municipalité affiche son défi et livre son analyse. Je crois que la ville de Millau, pendant ces années-là, commençait à tourner le dos au viaduc. Voilà. Le viaduc ne faisait plus partie de notre sens de communication, de notre intérêt, et nous ne le vendions plus comme un produit, en quelque sorte, d'attractivité touristique. Voilà. Ce que je regrette profondément. Et lorsque je suis arrivé donc à la mairie, voici quelques mois, c'est une des premières choses que j'ai imaginées avec la direction du groupe Eiffage Viaduc de Millau, pour voir comment nous arriverions à retravailler ensemble sur un nouveau produit viaduc.
Miser sur l'innovation en associant le viaduc au savoir-faire local. 10 ans après la mise en service du pont, la réflexion s'impose, constat partagé par les professionnels du tourisme en quête de nouveaux circuits. Aujourd'hui, nous avons un élément de notoriété internationale avec une image high-tech extrêmement intéressante qui se combine très bien avec l'image de la ganterie qui s'est orientée vers le luxe. Et cette image intéresse les clientèles lointaines. Donc aujourd'hui, nous avons des contacts avec des tours opérateurs de toute nationalité, en particulier actuellement japonais. Millau, 23 000 habitants, désormais connu à l'autre bout du monde. Un espoir pour un territoire en pleine mutation. L'avenir est devant nous, là, puisque vous savez qu'aujourd'hui, avec la nouvelle grande région qui est en construction, nous allons être stratégiquement et géographiquement au centre de ce dispositif. Par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, le viaduc de Millau apporte et va apporter dans les temps à venir une très grosse retombée sur l'ensemble de ce territoire. Gommer les frontières, le viaduc y participe à sa façon. Côté ville, le travail reste à faire pour maintenir un second souffle encore fragile. Bonjour Jacques Godefroy. Bonjour. On est ici chez vous, c'est votre ville, Millau. Oui. Vous avez été maire de 1995 à 2008. Oui. Alors le viaduc, c'est votre œuvre? C'est votre plus grande fierté en tant que premier magistrat de la ville? C'est quelque chose qui change la vie. Qui change la vie des Millavois, la mienne bien sûr, mais qui donne un autre état d'esprit, qui a ouvert la ville, qui est devenue une sorte de capitale mondiale de l'architecture. Vous dites, elle a changé ma vie. Qu'est-ce qu'elle a changé dans votre vie? Qu'est-ce qui était valable avant et qui ne l'a plus été après? D'abord, une publicité formidable pour Millau. Quand je suis allé dans le monde entier et que je disais que j'étais de Millau, le viaduc. Alors, et ça continue encore aujourd'hui? Oui, ça continue, bien sûr. J'étais à Shanghai il n'y a pas très longtemps. On a parlé du viaduc de Millau. Qui, il y a 20 ans, aurait dit Millau, viaduc? Personne ne connaissait Millau. Oui, parce qu'au départ, il y a eu des réticences. Oh oui, il y a eu une incompréhension, on va dire. Une incompréhension, surtout disons, du milieu commerçant centre-ville, qui craignait une chose, et je les comprends, c'est que tout le monde passe là-haut et plus personne en bas. C'est un peu vrai, non? Et non, parce que j'avais beau leur dire que les gens qui voulaient voir le viaduc, et il y en aurait beaucoup, j'avais prévu ça, pour voir un pont, il faut descendre. Il faut voir un pont d'en bas. Et quand on passe dessus, on ne voit rien d'un pont. Et cet argument a dû les toucher parce que, à la fin, avec de la pédagogie, ils ont compris. Et je crois qu'ils n'ont pas eu à s'en plaindre. Alors, qu'est-ce qui a changé à Millau sur un plan économique? Ça a retrouvé un certain dynamisme? Oui. Mais c'est retombé un petit peu quand même. Hein. Non. Comment on relance la machine? Il y a eu du dynamisme, il y a eu des hôtels, des restaurants. On peut dire que la ganterie a repris bonne figure. Bon. Alors, qu'est-ce qui manque? Car c'est vrai, on a des choses à faire. D'abord, aller chercher les clients de Millau, les visiteurs de Millau. Je vais vous donner un exemple. J'ai reçu une lettre de l'Office du tourisme de Bilbao en Espagne, en français, et qui me dit « Venez voir notre musée ». Comment m'ont-ils trouvé? Ils ont dû faire une circulaire magnifique. Eh bien, j'y suis allé. Eh bien, nous, il faut que nous fassions la même chose. Aller en Belgique, aller à Lille, aller à Strasbourg, aller en Allemagne, aller en Espagne et leur dire, pour faire le nord-sud de l'Europe, il faut passer par le Massif central et donc par Millau. Ça, c'est un travail. Deuxièmement, il faut que lorsque les gens s'arrêtent à Millau, veulent déjeuner un peu plus tard qu'1h30, un peu à l'heure espagnole, eh bien, il faut que les restaurants puissent leur servir jusqu'à un peu tard dans l'après-midi. Oui, et ça, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ça demande un effort de tout le monde, y compris des commerçants. Oui, il faut que... Mais ils sont très gentils, les commerçants de Millau. Mais il faut qu'ils se rendent compte que la clientèle qui vient à Millau, elle n'est pas millavoise, elle a d'autres habitudes. L'espagnol, il mange un peu plus tard. Et dans les grandes villes, les urbains ont l'habitude d'aller dans des magasins ouverts entre midi et 2 heures. C'est un effort qu'il faut que nous fassions. Alors, vous l'avez dit au nouveau maire? Oui, il le sait, il est de mon avis. Bon. Mais on ne peut pas braquer les gens non plus. Oui. Alors, on l'a vu dans le reportage, il y a eu un effet formidable. Mais est-ce que les gens se sont vraiment appropriés ce viaduc? Oh oui, parce que si aujourd'hui on le démontait, ils manifesteraient pour qu'on le maintienne. Ça, c'est le test. Si un jour il arrivait malheur, que, je sais pas, une pile s'effondre, vous verriez les Millavois qui sont prompts à la manifestation manifesteraient pour lui. Alors c'est une grande fierté pour tout le monde et on vous a même appelé des États-Unis. Racontez-nous, Arnold Schwarzenegger, le gouverneur de Californie qui vous appelle le jour de l'inauguration il y a 10 ans. Le 14 décembre 2004, j'ai quitté le président de la République, qui a inauguré le viaduc, Jacques Chirac.
Je suis descendu à la mairie qui était vide parce que le personnel était allé à l'inauguration. Le téléphone sonne dans mon bureau et on me dit au téléphone avec un accent très prononcé américain, ici le cabinet du gouverneur de Californie, Schwarzenegger. Réaction, c'est une plaisanterie. Oui. Pas à moi. Oui. Pas du tout, monsieur. Regardez le numéro, c'est un numéro américain. Ah oui. Et que puis-je pour vous? Enfin, ben, monsieur, on a vu à la télévision en direct, on s'est levé très tôt, en direct l'inauguration du viaduc. Comment vous avez fait pour convaincre? Comment vous avez fait? Parce que nous, à San Francisco, on a un 3e pont à construire. Nous n'y arrivons pas. Et finalement, le pont, il est bientôt fini en Californie. Oui, vous pouvez passer aujourd'hui sur ce pont de San Francisco. Et ils sont venus chercher un peu la méthode pour convaincre, pédagogique. Comme on a fait à Millau, bien on a fait comme ça à San Francisco. Oui, alors quand on voit aujourd'hui les fortes oppositions à des grands projets d'aménagement, on pense à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes, ou plus modestement au barrage de Sivins dans le Tarn, plus près de chez nous, on se dit, est-ce que ce viaduc, aujourd'hui, on pourrait le refaire? Oui, je pense que oui, parce que nous souffrions beaucoup du bouchon. Le gros bouchon sous un soleil ardent, c'est Millau, bien sûr. Le bouchon était contre-productif. Quand vous pensez que Bison Futet disait « évitez Millau, passez au large de Millau », c'était très négatif pour notre image. Il fallait éviter le bouchon, 5 heures c'était insupportable, les automobilistes nous engueulaient d'ailleurs. Le viaduc est devenu presque indispensable. Les gens ont compris qu'il fallait faire quelque chose. Donc si c'était à refaire? Ah oui, on referait. On signe tout de suite. Immédiatement pour changer la vie et de Millau et de chacun qui a participé. Merci Jacques Godefrin. Bonne journée. Merci à vous. Alors avant, on l'a dit, la ville de Millau était totalement enclavée, mais avec l'arrivée du viaduc, les entreprises ont eu la possibilité d'aller s'installer sur le plateau. Le viaduc, véritable produit dopant pour l'économie locale, c'est un reportage de Sébastien Banus et Yannick Le Ternier. Depuis 60 ans, la réputation du savoir-faire de cette société aveyronnaise n'est plus à démontrer. Mais il y a 10 ans, ce spécialiste de la bâche de protection de piscine a plongé dans le grand bain. En s'installant au bord de la 75, à quelques encablures du viaduc, l'entreprise a multiplié son chiffre d'affaires par 2,5. Sur les années 2003, on était 28 personnes. Aujourd'hui, on est sur 42-43 personnes. On a connu le développement économique grâce à la conjoncture et aux facilités qu'apporte le viaduc au niveau du transport. Parce que c'est vrai qu'aussi nos clients n'hésitaient plus à venir chez nous. Alors qu'auparavant, je vais dans l'Aveyron, c'est un peu loin, un peu compliqué. Comme Albigès, une quarantaine d'entreprises a tenté l'aventure de la ZAC Millau-Viaduc. Accès direct à la 75, image internationale du viaduc et espace disponible pour des structures industrielles, les arguments du lieu sont nombreux. Un pouvoir de séduction qui ne s'use pas avec le temps, cette entreprise de matériel médical est une des dernières venues et même si le soufflet du viaduc est retombé, les ambitions restent intactes. On avait pris des engagements avec les élus locaux en venant s'installer sur cette zone de recruter, de se développer. Je crois qu'on avait pris un engagement sur 4 ans ou 5 ans. Aujourd'hui, il est déjà réalisé puisque nous avons déjà recruté 4 personnes sur le sud d'Aveyron et sur cette structure-là, 4 personnes de plus, ce qui est pratiquement un développement de 40%. Avec cette zone, Millau possède le pôle le plus attractif de la 75. Pour profiter de ce dynamisme, la communauté de communes prépare une extension de la ZAC. Objectif, accueillir d'ici 15 ans 600 emplois supplémentaires. Et c'est vrai que le viaduc et la 75 ont été décisifs pour l'économie milavoise et comme on dit, ça nous a permis de passer d'une économie de vallée très étriquée et un peu coincée à une économie de plateau et ouverte aussi sur l'extérieur, sur le nord et particulièrement aussi sur le sud de la France. Les premiers coups de pelle de l'extension de la ZAC Millau-Viaduc 2 sont prévus début 2015. On est maintenant au bord du Tarn en compagnie de Quentin Simon. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est votre terrain de jeu. Vous avez créé les bateliers du viaduc. Qu'est-ce que vous faites, vous, sur le Tarn? Des promenades en bateau. Ce sont des petites barques de 6 personnes. Le Tarn, c'est une rivière qui est assez sauvage, qui n'a pas du tout été aménagée pour la navigation. Et donc, on essaye de zigzaguer entre les cailloux et de passer les petits rapides pour arriver à montrer un peu cet endroit qui est assez exceptionnel de Creissel, donc juste en dessous de Millau, et on va jusqu'à Peyre un petit peu après. Puis des fois on vient aussi comme après la crue qu'on vient d'avoir, on va avoir du nettoyage à faire parce qu'on est les seuls à pouvoir accéder sur les bords du Tarn à certains endroits, donc on va venir avec les bateaux pour nettoyer un peu tout ce qui s'est passé là. Alors pour vous le viaduc ça a été une aubaine? Oui, on est né en 2006. Grâce au viaduc? Grâce au viaduc, juste après l'ouverture du viaduc. Et on propose dans la descente, c'est pas que ça, mais on propose également
d'expliquer un peu la construction, le viaduc, son intégration dans le paysage, son intégration géologique aussi, parce qu'on a une géologie assez particulière ici. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? La première chose qu'ils nous disent, c'est waouh, souvent. Et puis que voilà, l'ouvrage est magnifique, c'est aérien, c'est ouvert. Il y a quand même une prouesse technique qui est assez impressionnante. Et quand on est en dessous, forcément, on est au point le plus bas. Hein. Après, pour être plus bas, il faut être en sous-marin. Et c'est quand même c'est un ouvrage assez exceptionnel. C'est ici que la pile est la plus haute. C'est la P2, c'est juste au pied au bord du Tarn. On passe entre la P2 et la P3, effectivement. C'est laquelle est la plus haute, forcément. Hein. Ça, c'est la plus haute pile du monde. Oui, la plus haute pile de pont du monde. Et la deuxième est juste à côté. Exactement. C'est souvent une question piège qu'on pose aux passagers. Voici la première plus haute pile de pont du monde. Connaissez-vous la seconde? Effectivement, la réponse, c'est la P3. Vous parliez d'intégration paysagère. Est-ce que vous, qui connaissez bien le coin, qui faites du sport nature, vous trouvez qu'elle est vraiment réussie? Esthétiquement, on ne peut pas dire que ça bouche la vue. Hein. C'est quand même très aéré. Le ruban qui est formé par le tablier, c'est une épaisseur infime quand on regarde par rapport à la hauteur totale de l'ouvrage. Ouais, il me semble que c'est parmi tous les projets qui ont été proposés, il me semble que c'est l'un des plus beaux. Ouais. Et est-ce que vous êtes encore impressionné ou est-ce que pour vous c'est devenu banal? Non, je pense qu'on est toujours... Je me souviens de la première fois où on est passé avec mon associé ici en canoë pour vérifier la faisabilité du projet, parce que c'est une navigation qui se faisait déjà dans les temps anciens. Hein. Le passage ici de Peyre qui remontait le Poisson jusqu'à Millau en bateau, en barque. Mais la première fois que nous on est passé avec des canoës, oui, on est resté impressionné par la hauteur de l'ouvrage. Et ça reste toujours le cas quand on repasse encore. Et tous les bateliers, toute l'équipe des bateliers ont encore cette même sensation à chaque fois qu'ils passent en dessous. Ouais. Et c'est même connu dans le monde entier? Il y a des Australiens qui viennent... Des Australiens, des Indiens, des gens qui effectivement connaissent le nom Millau par le viaduc et qui veulent découvrir dans leur périple en France ou en Europe. Ça fait partie, oui, des points à visiter. Alors ça marche pas, mais ça reprend quand, dites-nous? Quand est-ce qu'on pourra venir faire? D'avril à octobre. D'accord, merci beaucoup Quentin Simon. Merci Quentin Simon. Alors on va maintenant voir les plus belles images de ce viaduc depuis 10 ans, depuis son inauguration le 14 décembre 2004 par Jacques Chirac. Saut en parachute, course à pied, manifestation en tout genre. Vous allez voir que le viaduc de Millau a pris une ampleur phénoménale. Récit Emmanuel Watt. Le viaduc de Millau est devenu un tremplin très recherché par les amateurs de saut extrême. Avant même son inauguration, l'Autrichien Felix Baumgartner est le premier à se jeter dans le vide. Le parachutiste deviendra par la suite mondialement célèbre en étant le premier homme à franchir le mur du saut en chute libre. En 2013, une nouvelle étape est franchie. Des adeptes de base jump, c'est le nom de cette discipline qui consiste à sauter en parachute d'endroits inattendus, réalisent un nouvel exploit. Le viaduc attire les sportifs. Ça y est, on y est. On n'en voit pas le bout, mais on y est. En 2007, le trafic autoroutier est interrompu pendant 2 heures pour laisser la place à un peloton de 10 000 coureurs. Allez, bravo! La course de 23 km 700 est maintenant une classique qui se déroule au mois de mai. Le record de vitesse pédestre de la traversée est établi en septembre 2013. L'athlète Maïdine Mekissi parcourt les 2460 mètres de l'ouvrage en moins de 7 minutes. Il n'est pas assez grand le viaduc. Dès 2005, des paysans aveyronnais se saisissent du symbole du viaduc pour faire entendre leurs revendications. Nous avons pris cette image, ce viaduc, pour montrer l'exode des paysans. Ce lâcher de brebis est orchestré par la Confédération paysanne pour protester contre les critères d'indemnisation après la sécheresse 2004. Les publicitaires sont aussi sensibles à la modernité de l'architecture de Norman Foster. En mars 2006, un constructeur américain vient tourner son spot télé sur le bitume de la 75. Revers de son succès, le viaduc de Millau est devenu un lieu de passage prisé par les go-fast, ces convois de trafiquants de drogue circulant à grande vitesse. La saisie record de résine de cannabis remonte au 27 mars 2006.
Ce jour-là, les douaniers mettent la main sur 2 tonnes et 113 kilos de hashish, dissimulés dans le chargement d'un camion en provenance d'Espagne. Notre invité à présent a été le chef du viaduc. Bonjour Frédéric Dune. Bonjour. Pendant 8 ans, de 2003 à 2011, vous avez été directeur général délégué de la compagnie FH du viaduc du Millau. Alors on vient de voir les plus belles images, les images fortes depuis 10 ans. Vous, l'image que vous retenez, c'est laquelle? Alors j'en ai beaucoup à retenir, mais si je devais en garder une, ça a été la mise en service, c'est-à-dire l'ouverture au trafic du viaduc, parce que c'était l'aboutissement de la construction, la fin de la construction et la passation du flambeau aux exploitants. Et puis enfin, Monsieur Tout-le-Monde pouvait rouler sur le viaduc et c'est quelque chose que beaucoup attendaient depuis longtemps. J'imagine que dans les bons souvenirs, il y a aussi cette fameuse course à pied sur le viaduc. Vous êtes à l'origine de cette course, 10 000 participants dès 2007. En fait, nous avions voulu faire profiter aux coureurs à pied d'une opportunité de courir sur le viaduc. C'était un petit peu compliqué, il fallait couper l'autoroute. Et nous avions limité à 10 000. Nous avions beaucoup plus de demandes que cela, mais nous étions, pour des raisons d'espace, limités à 10 000. Et effectivement, nous avons organisé un aller-retour sur le viaduc et 10 000 coureurs privilégiés, j'allais dire, ont pu participer à cette première course. Et aujourd'hui, c'est 15 000. Et vous venez courir tous les 2 ans? Oui, bien sûr. Vous êtes obligé? C'est-à-dire que je n'ai pas pu participer à la première parce que j'étais dans l'organisation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu moins frustré. Donc c'est à Millau que vous venez voir si vous êtes encore en forme? C'est un petit peu ça. Alors, aujourd'hui, vous avez d'autres responsabilités. Vous êtes directeur régional à Lyon d'APPR, les autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Pour vous, ce passage ici à Millau, dans une carrière, c'est quelque chose de très émouvant, de particulier? C'était vraiment très très particulier. Professionnellement, c'était un ouvrage fabuleux. Et de pouvoir partir d'une feuille blanche, de dessiner l'exploitation et ensuite de d'embaucher, de former les collaborateurs et d'ouvrir au public l'ouvrage, c'était très fort. Mais c'est avant tout une aventure humaine. Tous les gens qui ont travaillé sur cet ouvrage, de l'ouvrier à l'ingénieur, au concepteur, à l'architecte, sont tous, j'allais dire, piqués, tatoués, viaduc de Millau. Et tous, aujourd'hui, forment une sorte de communauté, même s'ils ne se revoient pas nécessairement. Oui, la preuve, c'est que vous êtes venu spécialement de Lyon, et on vous en remercie pour cette émission. Ça veut dire qu'il y a une vraie fierté. Ah, complètement. Et ça va au-delà de tout ce que vous avez pu connaître avant ou depuis? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, l'ouvrage en lui-même, le paysage, le fait d'être sur quelque chose qui ne s'est jamais fait. Parce qu'un ouvrage comme celui-ci, on l'avait imaginé, mais c'est une grande première pour un certain nombre d'étapes de la construction. Et puis une grande réussite dans le sens où il a été totalement accepté par la population, il n'a jamais été contesté. Or, on voit bien aujourd'hui, chaque fois qu'on veut faire un nouveau projet en France, il y a toujours une contestation autour du projet. Et là, bien que nous soyons quand même sur le plateau du Larzac, et on se souvient d'un certain nombre de mouvements sur ce plateau, il a toujours été accepté par la population, même s'il y avait une crainte au départ, puisque la population nous disait « vous allez vider la ville du trafic ». En réalité, on a retiré du trafic de la ville, tout le trafic inutile qui encombrait, qui polluait. Ce trafic-là passe aujourd'hui sur l'autoroute et la ville a pu respirer et vit maintenant, je pense, un petit peu au rythme du viaduc. Alors Frédéric Dune, vous restez avec nous, on va parler d'économie dans un instant, mais d'abord avec Anne-Sophie, voyons les secrets de ce viaduc de Millau. Oui, on va vous emmener à l'intérieur des 85 000 mètres cubes de béton et c'est Emmanuel Cachot, le directeur du site, qui a conduit notre équipe dans les entrailles du viaduc. Un labyrinthe de métal au cœur d'un géant de béton. Ici, à l'intérieur du tablier, 3 km de couloirs suspendus dans les airs. Un univers sans vie, où résonnent en permanence d'étranges bruits sourds. Le bruit qu'on entend, c'est les véhicules qui passent sur le joint. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en bon état. Il est en excellent état, mais bon, c'est du métal et donc c'est forcément bruyant. Décor insolite, vertigineux. À travers quelques trappes se dévoile l'articulation de l'ouvrage et sa démesure. Là, vous apercevez la tête de la pile P1. Et on se situe à peu près à 90 mètres au-dessus du sol.
On n'y descend pas tous les jours, je vous rassure, mais on y descend au moins une fois par an, par exemple, pour faire le contrôle des installations électriques. Tous les jours, en revanche, depuis le PC, ils scrutent la vie sur le pont. 24 heures sur 24, les gardiens du viaduc donnent l'alerte en cas d'incident et assistent les automobilistes. Voilà, très bonne journée à vous, au revoir. Les problèmes les plus fréquents, que ce soit alors sur le viaduc, on a énormément d'arrêts, on va dire entre guillemets touristiques, c'est-à-dire que les gens s'arrêtent pour regarder le viaduc, prendre des photos. Bon, je rappelle que c'est formellement interdit l'arrêt sur bande d'arrêt d'urgence sur autoroute, parce que le viaduc c'est avant tout une autoroute. Autoroute hors norme, portée par des piles aux dimensions inégalées. 245 mètres pour la plus haute, P2. À l'intérieur, un autre monde et une épreuve de patience pour atteindre le sommet. Il faut compter 2h30, puisqu'il faut souffler. Il y a des paliers intermédiaires qui permettent de se faire des pauses. Ça reste un vrai exercice physique, il faut être très en forme. Même défi pour accéder cette fois au haut des pylônes, espace réservé aux initiés. Les techniciens de maintenance, par exemple, peuvent monter pour aller changer une ampoule de l'éclairage aviation. Et ça, c'est des impératifs de sécurité. Donc, s'il faut y aller au milieu de la nuit, on ira au milieu de la nuit. Alors, toujours à 2 personnes, bien entendu. Et voilà, donc 90 mètres d'échelle pour aller changer une ampoule. S'ajoute à la magie de l'ouvrage sa souplesse. Livré au vent et aux vibrations des véhicules, le viaduc garde en secret ses mouvements permanents et imperceptibles. Nous sommes de retour avec Frédéric Dune, l'ancien directeur du viaduc de Millau. Alors, ce viaduc, il a coûté 400 millions d'euros, entièrement financé par le groupe Eiffage, pas d'argent public. 10 ans après, quel est le bilan sur un plan économique pour votre entreprise? Alors, le bilan est positif parce que nous avons eu dès la première année un trafic supérieur à ce que nous attendions. Et depuis, le trafic a continué à progresser, même s'il a eu une baisse, notamment une baisse du trafic poids lourd ces 3 dernières années, mais ça c'est l'économie qui veut ça. En tout cas, il y a eu un effet de réseau puisqu'il a terminé l'autoroute A75 et maintenant vous avez une autoroute directe entre Paris et Béziers. On est dans le modèle économique que l'on avait prévu. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous en perdez, vous en êtes où? Non, nous équilibrons puisque de toute façon nous avons une concession qui est sur une durée de 75 ans. Donc nous aurons terminé de rembourser la totalité des emprunts au terme de la concession. Nous aurons bien sûr dégagé un bénéfice qui est tout à fait normal pour une société et nous rendrons l'ouvrage à l'État à l'issue de cette période-là. Puisque je rappelle que nous ne sommes que concessionnaires, c'est-à-dire que nous avons eu pour mission de financer, de concevoir, de construire et d'exploiter avant de pouvoir rendre l'ouvrage à l'État. Un véhicule toutes les 7 secondes, est-ce que ça correspond à vos prévisions? Oui, nous sommes dans les prévisions, sachant que sur une prévision de trafic, il y a toujours une montée en charge. Et la montée en charge s'est faite un peu plus rapidement, puis il y a eu un petit peu un plateau, mais nous sommes effectivement sur les prévisions, sachant qu'il y a bien sûr une grosse saisonnalité sur ce trafic-là, puisqu'un trafic des vacances d'été notamment, qui est beaucoup plus fort. Alors, que répondez-vous à ceux, notamment les transporteurs routiers, qui estiment que ce viaduc, il coûte cher, 33,40 € pour un camion, 9,10 € pour les voitures en été. Vous répondez quoi? Je réponds que nous avons financé sur fonds propres la totalité de la construction. Il n'y a pas d'argent public là-dessus. Et surtout que la route gratuite n'existe pas, que c'est une illusion de penser que l'on peut rouler gratuitement sur une autoroute ou sur une route. Il y a toujours quelqu'un qui finance. Là, en l'occurrence, c'est l'utilisateur qui paye et que l'utilisateur. Donc, ça a un coût, effectivement, ça a eu un coût de le construire. C'est très cher, 400 millions d'euros pour 2,5 km, mais nous l'avons réalisé et maintenant nous devons rembourser les emprunts qui ont été engagés. Le but, c'était aussi de désengorger la vallée du Rhône, et là, on en est loin. Alors, ce n'était pas de désengorger la vallée du Rhône parce que... Soulager un peu le trafic. Soulager légèrement le trafic de la vallée du Rhône, on l'a fait, mais encore une fois, dans une certaine limite, parce que tout le monde ne va pas sur l'Espagne ou sur l'ouest de la France. Parmi le trafic de la vallée du Rhône, il y a une partie qui partait sur l'ouest, mais il y a quand même toute une partie qui part sur Marseille et sur l'est. Et cela continue bien sûr à passer par la vallée du Rhône. Merci Frédéric Dune d'avoir fait le déplacement depuis Lyon pour venir ici célébrer les 10 ans du viaduc de Millau.
Regardez, on vous propose une vue inédite sous le viaduc de Millau. Alors d'un côté, il y a eu ce chantier titanesque, de l'autre, tous ceux qui ont travaillé dessus. Et au milieu, un chef de projet à la personnalité plutôt atypique. Son nom, Jean-Pierre Martin. Il a tellement aimé ce chantier qu'il a carrément acheté une ferme sur le Larzac. Sébastien Banus et Yannick Le Ternier nous emmènent chez lui. Retaper, pierre par pierre, une vieille ferme sur le Larzac, ils sont nombreux à l'avoir tenté, mais peu l'ont réussi. Jean-Pierre Martin fait partie de ces derniers. Faut dire que, question chantier, ce monsieur a plutôt la main. Il a dirigé celui du viaduc voisin. Et justement, c'est grâce à ce petit détail qu'il espère qu'on ne le prenne plus seulement pour un Parisien. Quand on est parachuté dans une région, on se trouve toujours un peu à l'origine, un peu l'étranger de la région. J'espère ou j'estime qu'au travers de la construction du viaduc, j'ai un peu fait mes preuves et que j'ai un peu apporté ma pierre à l'édifice de Millau. C'est ce qu'on appelle un euphémisme. Car c'est bien lui qui a dirigé les 500 ouvriers du viaduc entre 2001 et 2004. Un peu à cause de la barbe, mais surtout pour son rôle décisif dans la construction du plus beau jouet des Millavois, Jean-Pierre Martin en a tiré un surnom, le Père Noël du viaduc. À notre demande, il a accepté de revenir pour la première fois sur son chantier, mais pour la séquence émotion, faudra repasser. Et ça vous fait quoi de revenir alors? Alors là, pas grand-chose. Ah, non, je suis pas un grand sentimental. Moi, le passé, c'est le passé. Pas de nostalgie, mais beaucoup de fierté, celle d'un chantier qui fut exemplaire. Pour son efficacité, mais aussi pour son ambiance. Sous l'impulsion de Jean-Pierre Martin, ouvriers et riverains ont vécu cette aventure presque main dans la main. On avait dressé un chapiteau sur l'emprise du chantier, qui a duré toute la durée du chantier, et qui permettrait de recevoir 300 ou 400 personnes. Donc là, ça a été l'occasion de faire des grands rassemblements où on pouvait souffler un petit peu puis se retrouver entre nous. Et donc là, on invitait le plus possible des Millavois, des proches, des locaux pour venir voir le chantier. 10 ans après, celui qui a relié le Massif central à la Méditerranée ne veut plus entendre parler de ce passé. Une modestie qu'il doit mettre de côté à chaque fois qu'il traverse le viaduc pour rentrer de Paris dans son nouveau chez lui. Et l'ingénieur en chef qui a conçu ce viaduc, eh bien, il est avec nous. Bonjour Michel Virlogeux. Bonjour. On est absolument ravis parce que vous devez prendre un avion demain pour aller à Istanbul. Vous êtes en train de construire un pont sur le Bosphore. Tout à fait, le 3e. Vous avez construit des centaines de ponts. Ce viaduc, est-ce que c'est votre fils préféré, entre guillemets? Ah, l'un des préférés en tout cas, certainement. En tout cas, l'un des très difficiles. Alors, très difficile et une sacrée aventure qui a commencé dans les années 80. Il a fallu 13 ans d'études pour concevoir ce pont. Pourquoi autant de temps? D'abord, tous les grands ouvrages sont toujours très compliqués, ça prend toujours beaucoup de temps. Et puis, il y a les temps d'études, mais il y a aussi les temps de discussion, les temps de décision. Ça prend toujours énormément de temps. Et ici, la problématique du viaduc de Millau était très compliquée parce qu'il faut franchir la vallée du Tarn. Et le premier problème a été de trouver où faire passer l'ouvrage. Il y avait des solutions pour passer très à l'est, pour descendre dans les vallées et remonter. Et finalement, il a été décidé de rester de plateau à plateau, parce que c'est la meilleure solution. Et au début, on a beaucoup hésité, parce que ça fait des piles extrêmement hautes. Et c'était quelque chose qui nous faisait un petit peu peur. On s'était auto-censuré au départ. Et puis on est passé donc à la décision de rester en haut. Et à ce moment-là, il fallait faire quelque chose de quand même très original et en même temps qui soit très transparent dans le paysage. Alors on est en 94, il y a 5 équipes d'architectes qui travaillent. Vous allez rejoindre, vous, celle de l'anglais Norman Foster. Pourquoi c'est ce projet qui a été choisi? Et il y a eu effectivement beaucoup d'options envisagées et finalement c'est celle-là qui a été retenue. D'abord parce que c'est celle qui a le plus plu, mais je peux peut-être expliquer pourquoi et comment elle a été faite. D'abord, compte tenu de la hauteur du tablier au-dessus du terrain, on est à 275 mètres au-dessus du Tarn, il faut des grandes portées. Parce qu'autrement, on aurait eu trop de piles, ça aurait été très très peu transparent. Il faut donc des grandes portées. Et pour qu'on ait un tablier mince, il faut qu'il soit suspendu par des câbles, parce que les haubans, c'est la structure la plus efficace pour porter des charges. Voilà. Mais on avait un problème très particulier, qui est qu'on a un pont hauban avec de multiples travées, puisqu'il y a au total 7 pylônes, 6 grandes travées et 2 travées de rive. Et ça a obligé à concevoir des piles très particulières, qui sont très massives à la base, parce qu'il faut résister à des efforts transversaux très importants, aussi. Au vent, évidemment, et puis qui se divisent en 2 fûts en haut. Alors, c'est un choix purement technique, parce que cette division permet à la fois d'assurer une certaine rigidité, qui permet
de reprendre l'effet des charges, qu'il y en avait des camions très lourds dans une seule travée, et en même temps de laisser une certaine souplesse longitudinale, de façon à ce que quand la température varie, eh bien les piles se fléchissent beaucoup plus librement. Pour vous donner une idée, au culé, aux extrémités, donc aux extrémités là-bas, quand le tablier pénètre dans les collines, eh bien le tablier peut avancer ou reculer de 50 cm. Alors vous restez avec nous, on va s'arrêter sur la construction de ce viaduc. 3 ans d'un énorme chantier, Fabrice. Oui, Anne-Sophie, retour en image sur les temps forts de la construction du viaduc, sur ce que Jacques Chirac lui-même avait qualifié de fleuron du génie civil français. Hommage aux 3000 personnes qui ont participé à la construction du viaduc de Millau au-dessus du Tarn. Récit, Pascal Lagorce. Ça, c'est de la belle voix. Loin du protocole en ce jour d'inauguration, le président de la République Jacques Chirac improvise une petite visite aux ouvriers du viaduc, ceux qui pendant 3 ans ont construit ce géant de béton et d'acier. C'est un grand jour, c'est magnifique. Ouais. Le président qui est là, c'est quelque chose d'important pour nous. Parce que ça réalise notre travail et puis c'est un remerciement pour tout le monde. Ah oui, très fier, très fier. Heureux, heureux. Nous sommes le 14 décembre 2004. La pose de la première pierre a eu lieu 3 ans plus tôt, jour pour jour. 600 ouvriers au total de tous les métiers se sont succédés sur le chantier du plus haut pont autoroutier du monde. Le chantier de la démesure, avec notamment la construction des 7 piles du viaduc. La difficulté de ce chantier-là, c'est qu'il a fallu mener toutes les piles en même temps, de front. Ensuite, c'est que c'est des quantités pour une pile qui sont quand même assez énormes. On est en moyenne à 180 mètres cubes de béton par levée. Il aura fallu l'intervention d'une quinzaine de grutiers pour venir à bout de cet ouvrage. Un travail de précision à 260 mètres du sol. Vu qu'on a 260 mètres, la hauteur joue beaucoup avec les câbles en bas. On a beaucoup de ballons. Donc le ballon, c'est le balancement horizontal ou vertical. Et il faut essayer d'arriver en bas sans ballon pour faire un bon travail. À cette occasion, le record de la plus haute pile du monde est battu. La P2 du viaduc mesure 245 mètres. Chantier titanesque également pour construire le tablier. 150 soudeurs répartis de chaque côté de la vallée, 45 000 tonnes d'acier. Le tablier est ensuite poussé vers les piles. La trajectoire est contrôlée par satellite au millimètre près. On le lève, on le fait avancer de 60 cm, environ 4 minutes pour faire avancer 60 cm. Ensuite, on le repose, le pont descend, on le relève et puis on recommence ce cycle. Le 28 mai 2004, c'est le grand jour, la jonction entre le nord et le sud. Regardez, j'ai la chair de poule, là. Ça me donne des frissons, là. Non, ça, puis c'est vrai que ça m'a... Avec ça, puis la naissance de mon fils, je crois que c'est les 2 beaux plus trucs de ma vie que j'ai... Ouais. C'est un chantier inoubliable, hein, faut le dire. Millau, c'est le chantier de toute une vie. Les ouvriers n'oublieront jamais qu'un jour, dans l'Aveyron, ils ont construit le plus haut viaduc du monde, plus haut même que la Tour Eiffel. Ce viaduc que vous avez conçu, Michel Virlogeux, il cumule un peu tous les records. C'est le plus haut du monde, l'un des plus longs d'Europe. Un sacré défi technique, il a fallu presque tout inventer pour le construire, non? Oh, quand même pas tout inventé. Enfin, le premier défi, de toute façon, c'était le problème du délai, puisque Jean-François Roverato a décidé de construire l'ouvrage en 39 mois. Il l'a finalement construit en 38, ce qui est un record extraordinaire. Alors, sur le plan technique, la plus grande difficulté, c'était la construction du tablier métallique. Le tablier a été construit, assemblé en un grand long serpent, mais construit progressivement, sur chacun des 2 plateaux, et les 2 parties ont été lancées vers l'avant, et ça c'était un vrai problème. Alors pour pouvoir le lancer, il a fallu mettre des appuis intermédiaires pour diviser les portées de 342 mètres en 2, parce que ça aurait été trop grand, et puis après, il a fallu surtout mettre au point un appareil, enfin une série d'appareils bien sûr, très compliqués, comme cette machine qui est ici, de façon à ce que l'on puisse pousser le tablier, mais sans créer d'efforts sur les piles. Donc il fallait que ces machines, par un système de vérin et de contrôle informatique, viennent créer elles-mêmes les efforts qu'il fallait pour compenser la pente, puisque le tablier monte du nord vers le sud, et les effets du frottement.
Alors, un défi technique, mais aussi une sacrée aventure humaine. Est-ce que tous les gens qui ont travaillé sur ce chantier ont eu l'impression de participer à une expérience unique au monde ? Oui, bien sûr. Puis alors, évidemment, il s'est créé des amitiés très fortes. Je vois par exemple avec Jean-Pierre Martin et Claude Servan. Mais ce qui est le plus spectaculaire, c'est qu'à la fin du chantier, il y a des ouvriers qui se sont mis à pleurer en disant « on ne vivra plus jamais ça ». C'était quelque chose d'assez poignant. Et pour vous, le moment le plus fort ? Alors le moment le plus fort pour ces grands ouvrages, qui sont toujours très difficiles, c'est quand on sait qu'on va vraiment les construire. Parce que ça, on fait des études, mais on n'est jamais certain qu'à l'arrivée, on va le construire. Et donc le moment vraiment fort, c'est quand on voit commencer les piles à sortir de terre, parce que là, on est sûr qu'on ira au bout. Alors aujourd'hui, il va comment, le viaduc de Millau ? Le viaduc, il va très bien. Il est inspecté régulièrement. Comme tous les grands ouvrages, on fait ce qu'on appelle un monitoring. C'est-à-dire qu'on a plein d'appareils qui permettent de surveiller sa santé, comme quand vous allez faire des examens médicaux. Et il vieillit sans problème, il résiste parfaitement ? Il va très bien et son comportement est conforme. D'autres détails près toujours, parce qu'il faut jamais, rien n'est déjà parfait, tout est conforme à ce qu'on a prévu. C'est une sacrée carte de visite quand même pour le savoir-faire français ? Oui, c'est une carte de visite, comme pour le pont de Normandie, mais dont on n'a malheureusement pas assez tiré parti. Ça, je pense que c'est vraiment un peu dommage. Il y a des grands ponts qui se font dans le monde sans les Français, ça c'est dommage. Merci beaucoup Michel Virlouget d'être venu nous parler de votre bébé, en quelque sorte. Merci, l'un des bébés. Merci madame. Bien sûr, le viaduc de Millau a changé la vie des riverains, mais aussi de certains commerçants. On va vous raconter une belle histoire à présent, celle de ce photographe qui avait un petit magasin dans le centre de Millau. L'arrivée du viaduc fut pour lui et son activité une aubaine. Reportage de Sébastien Banus et Yannick Le Ternier. Carte postale, mug et bien sûr l'incontournable boule à neige, le rite est immuable. Après la visite, les touristes veulent ramener un morceau de viaduc chez eux. Nous sommes de Savoie et j'ai acheté un livre pour mon beau-père. Je pense que ça va beaucoup l'intéresser. Depuis 10 ans, l'auteur de l'intégralité des photos qui ornent vos souvenirs, c'est ce photographe qui les réalise. Une exclusivité qui lui est tombée dessus par hasard. Daniel Jam avait besoin d'accéder au chantier pour poursuivre une série de photos en cours sur la station d'épuration voisine. Le responsable d'Eiffage, censé lui accorder ce droit de passage, lui propose alors de faire le reportage du chantier, un déclic dans la carrière du photographe. J'aurais jamais imaginé ça, c'est clair. Puis je l'ai vécu au cœur. Donc au fur et à mesure où les piles montaient, j'étais là, sur les grues, avec les ouvriers aussi. Ça, c'était une relation particulièrement intéressante, puisque je les connaissais après quasi tous, quoi. Donc ça s'est super bien passé. C'est vraiment une aventure humaine très très sympa. La suite, ce sont des milliers de clichés et une opportunité comme il en passe peu dans une vie. Eiffage veut éditer des cartes postales et cherche un sous-traitant. Bingo, Daniel Jam et ses associés remportent l'exclusivité des droits d'image du viaduc. Et depuis 10 ans, ils sont à l'origine de tous les produits dérivés vendus. La première année, on a écoulé plus d'1 million de cartes postales. La première année, je parle. C'est incroyable. C'était assez incroyable. Et totalement... on n'en revient pas de nous-mêmes, quoi. Qu'est-ce qu'on se dit, qu'on a gagné au loto quand c'est... Non, même pas. Non, on fait ce qu'il y a à faire et puis point. Le boom du viaduc est passé, mais aujourd'hui encore, la société du photographe emploie 4 personnes à l'année et le double en saison pour distribuer les objets souvenirs du viaduc. Et pour la dernière séquence de notre émission, nous sommes sur l'aire du viaduc avec André Brasse. Bonjour. Bonjour. Alors avec votre frère Michel, restaurateur célèbre, étoilé, 3 étoiles à la gueule, et son fils Sébastien, vous êtes associés ici. Vous avez le restaurant de cette aire qui est vraiment un lieu où on vient pour découvrir tout ce qui fait le charme de l'Aveyron. Voilà, tout à fait. Disons que ce restaurant, qui est un concept de restauration rapide, s'inclut parfaitement dans la démarche qu'a voulu faire le Conseil général en faisant de cette aire de repos, de ce corps de ferme, un lieu de promotion pour tous les produits alimentaires ou pas du département. Corps de ferme du XVIIe siècle. Corps de ferme du XVIIe siècle avec une extension de 1800. Et pour vous installer ici, vous étiez déjà connu dans l'Aveyron. Vous aviez peur de vous faire piquer la vedette? Il fallait absolument venir sur le viaduc? Non, disons que le département, honnêtement, a lancé un appel à candidature. Et puis c'est le projet des Brasses qui a été retenu. Et vous avez inventé quelque chose de spécifique ici pour cette aire d'autoroute. Vous avez inventé un sandwich qui s'appelle le capucin. Vous n'aimez pas trop qu'on dise non, le sandwich, pas trop. C'est quoi le capucin? Le capucin, donc, c'est une idée de Michel, de mon frère. Donc, c'est une pâte donc,
en forme de cône, puisque le capucin, c'est un appareil métallique qui permet encore, donc, cet appareil métallique, un entonnoir métallique que l'on met dans les feux de cheminée, qui permet, lorsqu'il est rouge, quand il glisse une pièce de lard, d'arroser la pièce qui est en train de tourner autour de broche. Et donc, c'est cette forme-là qui a inspiré donc, mon frère. Et nous, donc, on a imaginé ce cône en pâte que l'on garnit avec des produits du département, de nos producteurs, puisqu'on a un département qui est assez riche. Et ça marche auprès des touristes qui passent ici? Ça marche très bien, oui, ça surprend, mais ça marche très bien, puisque cette année, on en a fait 35 000. Alors, en termes d'image de marque, qu'est-ce que ce viaduc vous a apporté, vous? Je dirais qu'il a apporté d'une façon générale à tout le département, puisque quand même c'est quelque chose, déjà au niveau de la technologie, c'est fabuleux, c'est quand même une œuvre d'art. Et donc que le Conseil général ait décidé de faire cette aire de promotion, ça rayonne sur tout le département, puisque les gens s'arrêtent. Comme j'ai plaisir à dire, c'est une aire de repos complètement atypique en France. Ce n'est pas une aire de service, encore une fois, c'est une aire de repos. Donc les gens font la démarche de s'arrêter, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu de temps. Et ici, donc, il y a des hôtesses d'accueil du CDT, il y a des gens d'EFAGE, VED et nous autres qui sommes là pour accueillir ces gens-là. Et puis dans ce corps de ferme qui a quand même, je dirais, du caractère, qui a une certaine chaleur humaine qui s'en dégage, les gens ont plaisir à venir donc s'inspirer, enfin, je dirais s'informer de ce qu'on peut trouver dans le département. Et après, ça rebondit automatiquement sur tout le département. Mais est-ce que les Aveyronais se sont vraiment appropriés le viaduc? Le viaduc, mais pas cette aire, puisque ce que je trouve un petit peu dommage, et cette année ça a changé un petit peu, c'est qu'il passe quand même plus d'1 million de personnes. Ici, là? Sur cette aire. Chaque année. Et les Aveyronnais, les différentes structures aveyronnaises, je ne parle pas des offices de tourisme, puisqu'ils sont ici donc bien représentés avec le CDT, mais toutes les structures agricoles ou autres, ou industrielles, ne se sont pas accaparés justement ce million de personnes qui passent. Pensons quand même qu'au Salon de l'Agriculture, il passe moins d'1 million de personnes et que ça coûte quand même beaucoup pour y aller. Ici, les gens passent, s'arrêtent. Donc pourquoi ne pas profiter donc, de cet élan, de cette dynamique? Et cette année, quand même, il y a l'association de promotion du veau d'Aveyron et du Ségala qui a été présente tous les mois d'été pour faire la promotion du veau d'Aveyron. Et ça, je trouve que c'est fabuleux, ça. Et c'est dommage que les Aveyronnais ne se l'accaparent pas, cette terre. Donc ça veut dire qu'il y a encore des progrès à faire dans les prochaines années? Ah oui, j'espère bien, moi, j'espère bien. Parce qu'ici, c'est le savoir-faire de l'Aveyron, c'est le couteau de l'aïeul, c'est les gants de Millau, c'est tout ça. Hein. C'est tous les fromages, le roquefort, le l'aïeul. On a un département qui est très riche du nord au sud, de l'est à l'ouest, autant côté gastronomique que côté paysage aussi. Vous savez, quand vous êtes sur le Brac, que vous êtes sur le Larzac, c'est assez fabuleux. C'est des paysages complètement opposés, mais qui sont extraordinaires. Merci André Brasse, ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Et pour fêter les 10 ans du viaduc de Millau, eh bien, sachez qu'un feu d'artifice est organisé demain soir à 18 h. Et vous savez où il faut se mettre pour bien le voir. Oui, de préférence, Anne-Sophie, dans le quartier de Nolas ou alors sur les bords du Tarn, sur la route de Peyre. Merci à vous d'avoir suivi cette émission spéciale ici depuis le viaduc de Millau. Dans quelques instants, c'est l'info en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Bon samedi!